Sandro, si tu nous entends. Ton micro est coupé. Ouais, super. Salut Sandro, il est tôt chez toi. Tu peux parler, qu'on vérifie que la technique Oui. fonctionne? Ouais, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ok. Salut Sandro, je démarre dans notre présentation à deux voix. Alors pour le coup, je te vois pas, mais t'hésites pas à m'interrompre. On va être dans un témoignage à deux voix qui va être plutôt de raconter. Donc ça va être dans la continuité du troisième point de Pascal, parce que nous, on va vous raconter ce qu'on fait maintenant. Et on a le défaut de travailler dans des grandes entreprises industrielles, financiarisées, où je te confirme qu'il n'y a pas de demande. Non mais je relance le sujet. Et notre job, justement, je crois, autour de ces questions, et c'est pour ça qu'on a fait ce congrès, parce qu'on a un sujet qui n'est pas mature, mais c'est de travailler les opportunités pour que ces sujets puissent être travaillés. Alors, le constat quand même qu'on a pu partager, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait ce témoignage à deux voix? Sans doute parce qu'on est sur des trajectoires un peu similaires avec Sandro et qu'on a on a peu d'occasions à travailler ensemble. D'ailleurs, on travaille très peu ensemble. Et c'est ce que je trouve marrant dans notre présentation, parce il y a tout un tas de choses où on se retrouve, qu'on va dire de manière différente, mais de manière, je crois, assez homogène, peut-être avec des points de questionnement. Et ça m'a amené la remarque de me dire, bah, souvent on se parle, on se croise, mais on se connaît pas. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et je voulais quand même juste vous préciser que je m'appelle Arnaud, je suis ergonome depuis 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur la question de l'écologie? Parce que je suis le papa de deux petites filles qui sont merveilleuses et que pour moi, mon engagement sur la question de l'écologie, c'est pas une question de choix, c'est une question de responsabilité. Donc on fait les choses avec passion, on fait les choses avec engagement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ça ce qu'on va chercher à vous témoigner en mettant en perspective finalement cette question-là du développement de l'écologie humaine qui se, qu'on essaye de venir traduire dans cette idée de l'écologie du travail, qui n'est pas mature, mais qui finalement est quand même une opportunité un peu riche. Je trouve ça stimulant, moi. Je trouve ça stimulant de s'offrir un congrès sur cette idée de développer l'écologie du travail. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Je vous dirais, je m'en fous. J'ai envie de faire en sorte que dans les entreprises que j'accompagne, on essaye de relier ces questions-là. Mais quand on relie ces questions-là, ça pose un certain nombre de questions de pratique. Ça nécessite pour nous d'être relativement innovants dans nos façons de faire, parce que dans les comités de direction sur lesquels on est amené à intervenir, quand on est en conseil au sein d'un comité exécutif, finalement, il ne s'agit pas de la question des alliances, parce que les différents points de vue sont là. Ils sont autour de la table, et dans le jeu d'acteur, il est autour de la table. Des fois, ça tient sur 8 personnes autour de la table, avec une injonction parfois politique, parfois financière, qui est juste là, juste à côté. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est aussi l'occasion de se dire, alors c'est ici qu'il faut que je fasse, ça vise à amener le débat avec vous sur comment est-ce que cette histoire-là nous amène à un rendez-vous. Et est-ce que le rendez-vous, il est à saisir? Quand on a préparé dans la discussion avec Sandro, moi, il y a quelques années, j'étais très en colère en me disant que j'étais dans l'erreur et je croyais, je militais pour une ergonomie homogène. Ce qui, je crois aujourd'hui, je suis encore dans ma crise d'adolescence professionnelle, mais je pense que c'est une erreur. Et je pense que le rendez-vous qu'on a à travailler, c'est d'une ergonomie hétérogène, mais qui doit continuer à partager un certain nombre de choses. Et c'est ça ce qu'on a envie de livrer. Sandro, tu m'interromps quand tu veux. Hein. Pour l'instant, c'est moi qui déroule, mais j'aurais tellement aimé que tu sois auprès de nous. Voilà les 4 points qu'on va développer sur notre contribution. D'abord, de reprendre les axes de développement de la discipline. On va être très court là-dessus, mais c'était intéressant de revisiter pourquoi est-ce qu'on arrive à discuter ça aujourd'hui. De se confronter à la réalité sociale des questions posées aux ergonomes et de voir les différentes manières qu'on peut avoir d'y répondre. Évidemment, pas du tout en termes de modèle, mais en termes de discussion avec vous, en essayant de ramener de la matière vivante et de voir comment cette approche-là permet d'avoir une approche politique des questions du travail et de voir de quelle manière est-ce que notre point de vue d'ergonome a la place et a la possibilité de se développer autour de ça.
Et on terminera sur cette question qui sera très courte, mais qui vous sera livrée. De quelle manière est-ce que ça fait rendez-vous? Et quelles sont finalement les occasions qui se posent à nous pour restructurer, que ce soit au niveau formatif, au niveau associatif? On l'a discuté hier à l'occasion de l'Assemblée générale de la SELF. Quels sont les différents espaces dans lesquels tout ça, toutes ces questions-là vont pouvoir ou vont devoir se recomposer? Les axes de développement de la discipline, ça nous faisait beaucoup rigoler de parler de l'ergonomie hier, aujourd'hui et demain. Je vous dis ça tout seul dans mon petit Bermuda, parce que ça fait que 20 ans que je suis là et que pour le coup, j'ai pas du tout la légitimité pour vous parler de l'histoire. Et merci Pascal à nouveau pour ta présentation, parce que cette mise en perspective, elle est extrêmement riche. Donc c'est trop ambitieux pour moi de vous faire une synthèse historique de la chose. Mais de vous faire un témoignage de ces 20 années qu'on a pu traverser, que Sandro aussi a traversé ensemble, on s'est croisés à plusieurs reprises. C'est intéressant et avec quelque chose que j'ai toujours en tête. On en parlait hier soir au restaurant. Moi, j'ai été extrêmement marqué par les journées de Bordeaux sur la pratique en 2001, sur la question de l'engagement, avec les témoignages du Rafour, de la ville, de Christol, de Keinec et de bien d'autres, sur ce que voulait dire l'engagement, avec des désaccords qu'on pouvait avoir où ça se chamaillait. Et où finalement, ce que je vois, c'est que ce qui va nous engager, nous, dans ces questions autour de l'écologie du travail, ce qui va nous impliquer dans notre capacité ou dans notre volonté à aller sur les questions écologiques, dans nos réalisations, c'est nos propres engagements personnels. Et là, il y a un rendez-vous qu'on se doit à chacun de nous, mais collectivement, on a besoin d'organiser ces points. On a besoin d'organiser ces espaces. C'était pour ça qu'avec Alexandre, la discussion de faire un congrès un peu fou à La Réunion, ça, c'était une bêtise. Mais c'était un choix politique fort de créer un espace à l'occasion des 60 ans de la SELF, de se créer cette occasion de rendez-vous autour de un peu revisiter les engagements que chacun peut avoir. On a juste repris sur une source documentaire que je vous invite à visiter, qui est le site de la SELF, les titres des congrès, et de se positionner en disant finalement on est amené dans cet espace à discuter de ça parce qu'on a l'héritage de ce qui a été discuté avant. Alors je ne vais pas aller dans le détail du premier congrès de 63 et des questions qui se posaient sur ce qui faisait l'actualité autour de l'automation. On va balayer très vite les années 70 avec les différents enjeux de pratique dans les différents secteurs qui étaient débattus. Je le fais court et je l'ai dit que je n'avais pas une approche historique. Dans les années 80, on a vu la manière dont ça a été traversé par les nouvelles technologies, avec les questions associées, l'émergence de la conception. J'aurais tellement aimé vivre dans les années 80, ça me semblait merveilleux. Et puis, les 91, l'interpellation de l'IEA, fait que, sauf erreur de ma part, l'ergonomie de langue française s'est quand même offert la possibilité d'organiser un congrès de l'IEA à Paris. C'est pas rien, cette affaire. C'est pas rien cette affaire. Et quand on prend conscience, ce qu'on a entendu hier, et qu'une responsabilité collective, qu'aujourd'hui notre ergonomie de langue française, elle a perdu une voix à l'IEA. Et ça nous responsabilise quand même sur l'avenir, sur ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est sans doute aussi, on a fait il y a 10 ans, à l'occasion des 50 ans, on a invité l'IEA à Paris. Et je pense qu'on a intérêt à les inviter à nouveau. Et on n'a pas forcément besoin d'attendre 10 ans pour ça. Alors, évidemment, tout ça s'est passé dans un monde qui change. Donc l'ergonomie, elle change, et puis les ergonomes aussi, ils changent. Moi, j'ai pas fait exprès de faire de l'enseignement, et je m'excuse auprès des étudiants que je martyrise pour ça. Mais ça m'a fait beaucoup sourire de me retrouver à être enseignant dans un lieu où j'ai été formé. Quand je mesure l'écart des enseignements qu'on construit aujourd'hui avec les équipes pédagogiques qui me nourrissent beaucoup dans ma pratique, avec laquelle j'ai la chance de travailler, je les en remercie. Quand je vois les enseignements qu'on produit aujourd'hui, ils sont très éloignés des enseignements que j'ai reçus à l'échelle de 20 ans. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'intervention comme on en parle aujourd'hui. Ce qui me pose problème, et on va y venir, c'est que, pour le coup, certains modèles, on en a discuté hier après-midi aussi, certains modèles datent d'il y a 20 ans. Alors, je jette la faute sur personne, mais faut qu'on regarde ça aussi comme un rendez-vous. C'est l'occasion de notre interpellation d'aujourd'hui.
on doit peut-être revisiter les modèles qui nous permettent de soutenir nos pratiques et qui nous permettent de travailler ces questions du travail dans une communauté qui est en mouvement, hein. On voit, j'en ai retenu certains ici, des rendez-vous qui ont été portés en 2001, en 2005 ici à La Réunion. C'était déjà quelque chose d'extrêmement fort. On était 80 de mémoire, pareil qu'aujourd'hui. À quelque chose près, hein. Enfin, on fera le bilan, mais à quelque chose près, on était pareil à venir se poser cette question du développement durable. Évidemment que ça a du sens de revenir 18 ans après, parce qu'en 18 ans, on n'a pas été visiter beaucoup les territoires d'outre-mer. Et c'est des endroits où il se passe des choses, et c'est des endroits où finalement on a besoin de continuer à pousser et à faire ce cheminement-là, parce que je retiens ici que quelques dates, mais on voit que sur les 20 années qu'on a traversées, c'est passé par une multitude d'étapes indispensables à nos cheminements. Et je vous invite de temps en temps à regarder ça, parce que la lecture de ces titres est extrêmement intéressante sur la manière dont les questions sont vivantes au sein de notre discipline et au sein de notre communauté. Je fais court parce qu'on a un peu de plomb dans l'aile et ma responsabilité d'organisateur de congrès, c'est de tenir le temps. Mais du coup, je vais en laisser à Sandro. Si tu veux reprendre la main, Sandro, je te passe les diapos sur la suite. Oui, merci. Donc, je prends la suite dans ce dialogue et dans cette mise en écho entre deux parcours, deux expériences de pratique. Peut-être en précisant aussi que dans ma propre pratique, j'interviens de moins en moins dans la grande entreprise financiarisée et que c'est aussi une pratique qui cherche à accompagner d'autres formes de transformation, de projets aussi plus émergents, et notamment qui réinterroge la question du modèle économique du travail. Et c'est un peu le premier mouvement que je vous propose de lire dans cette histoire longue, mais avec du coup un regard qui m'est très personnel. C'est aussi un peu la manière dont moi-même j'ai fait évoluer ma façon de problématiser les questions sur lesquelles j'essaie de travailler dans ma pratique, avec ce que je propose en fait d'appeler un élargissement progressif du périmètre de problématisation en ergonomie, où on est passé d'une origine où c'était plutôt la question des conditions de travail qui était posée, en lien avec des questions de santé, mais qui étaient essentiellement des questions de sécurité au travail. Et donc, par la prise en compte des conditions réelles de travail, avec cette attention aussi à l'expérience des travailleurs et à la prise en compte de leur point de vue. Et ensuite, progressivement, les années 80-90, comme l'indiquait Arnaud, qui ont été assez charnières, en fait, dans une évolution aussi des pratiques, qui ont posé de plus en plus la question de l'organisation du travail comme périmètre pertinent d'analyse et d'action, avec toutes les avancées qui, moi, je situe en particulier autour de la grande question des TMS et de la prévention des TMS, qui ont permis de faire un lien et de construire ce lien entre les questions de santé, y compris quand elles touchent le corps, et des questions d'organisation du travail, avec la notion de marge de manœuvre, qui a été une notion très importante au début des années 2000, et donc qui a posé la question de la conception, de l'évolution, de la mise en débat de l'organisation du travail avec les travailleurs comme objet principal de l'intervention. Or, il me semble que dans cet itinéraire de la discipline, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est le besoin de poser le modèle économique du travail comme déterminant des choix organisationnels et qui renvoie à la question à la fois du sens et la question de la valeur. Et derrière la question du sens, c'est la question du rapport subjectif au travail et donc les questions de santé mentale qui sont aujourd'hui particulièrement présentes, à la fois dans toutes les nouvelles pathologies du travail, mais aussi dans le débat social sur le travail. On l'entend beaucoup depuis la crise du Covid, cette réinterrogation sur le sens, sur comment on s'y retrouve ou pas dans ce que l'on fait, et la question de la valeur qui renvoie avec ce que nous vivons dans la conjoncture sociétale comme interrogation sur la finalité de l'action, sur ce qui est utile, sur ce que l'on cherche à faire à travers nos organisations productives. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en difficulté d'avancer, de transformer les choses quand on s'arrête au périmètre de l'organisation du travail. On a une grande capacité d'analyse, mais on est souvent confronté à des problématiques dans le passage à l'action, et ces problématiques relèvent souvent, en fait,
de déterminants économiques sur lesquels nous avons besoin d'apprendre aussi à travailler comme objet d'analyse, de mise en discussion et aussi comme objet de transformation. Tu peux passer, Arnaud. Le deuxième mouvement que je vous propose, c'est une réarticulation possible entre l'ergonomie du travail et l'ergonomie de produit, avec des guillemets, donc, qui constituent de grandes familles, cousines, de grandes traditions, un peu cousines au sein de l'ergonomie, souvent comme ça on peut séparer, et il me semble que cette séparation disciplinaire, elle est issue de l'histoire de l'ergonomie, qui est issu beaucoup du modèle industriel du travail, qui était le terrain principal d'intervention et d'action. Or, c'est un modèle du travail qui sépare la question du travail de la question du produit, c'est-à-dire du fruit de la production, de ce que l'on fait, et donc avec aussi une distinction entre le produit et le process de production. Et donc, où on peut concevoir un produit indépendamment des conditions de production, ça c'est une question qui vient après, mais où on peut aussi concevoir, ou en tout cas chercher à intervenir dans une modification, une amélioration des conditions de travail, des organisations, des marges de manœuvre, des questions de prévention des risques, sans réinterroger ce que l'on produit et la finalité de l'action. Or, il me semble que cette séparation, c'est justement ce qui aujourd'hui pose problème, est en panne dans le modèle sociétal de la production et aussi du travail. Et donc, il me semble qu'il y a là une articulation, une réarticulation possible, voire souhaitable, entre ces deux perspectives, nécessaires à mon sens pour conduire une transition économique, sous condition évidemment de retravailler, je pense que c'est aussi le sens de ce congrès, les fondements épistémologiques, les conceptions qui fondent notre propre discipline, y compris dans ces deux orientations différentes. Et donc, pour réussir en fait à conduire cette perspective servicielle dont je pense à parler, Pascal, même si je n'ai pas pu me connecter avant à sa conférence, mais en tout cas dans cette perspective servicielle comme renouvellement de la perspective économique, de la production, là il y a cette possibilité de relier les conditions du travail, au sens de la sécurité, de l'organisation, de la santé, des formes de reconnaissance, avec une redéfinition de ce que l'on produit en termes de finalité, de sens, de valeur, mise en discussion aussi dans un espace plus large. Et donc, c'est la relation de service, en fait, qui pose une indissociabilité entre le produit et le process. Et c'est face à cela aussi qu'on a besoin de nous réinterroger. Dernier point sur cette première partie, c'est un déplacement nécessaire de l'objet d'intervention. Notre démarche, elle a été historiquement très construite. Et c'est quelque chose qui se reproduit aussi dans les enseignements que nous pouvons faire. Donc sur en fait l'idée que la pratique est fondée, voire légitimée par une demande sociale. Et derrière la question de la demande sociale, en fait, se sont constituées historiquement des questions essentiellement de répartition et de redistribution de la valeur à travers les conditions d'emploi, à travers les conditions de travail, à travers y compris la question de la marge de manœuvre, de comment on répartit les gains de productivité entre l'entreprise et les espaces de répit, les temps de répit pour les travailleurs, et une demande sociale qui était appuyée, qui était accompagnée par des organisations d'intermédiation, principalement les syndicats, la médecine du travail, plus tard aussi tout le réseau des agences de l'ANACT et des agences régionales du réseau ANACT, voilà, qui avait ce rôle en fait d'aller dans les situations et d'aider à construire une demande sociale qui pouvait s'adresser aux ergonomes. Or, il me semble que cette demande sociale aujourd'hui n'est plus suffisante en fait. En tout cas, n'est plus à la hauteur des problématiques auxquelles on est confronté, et que donc on a besoin aussi de repenser une pratique davantage ancrée dans ce qu'on peut appeler une demande sociétale, qui prenne en compte de nouveaux enjeux dans le travail, des interrogations non plus simplement sur les enjeux de répartition de valeur, mais sur le processus de création de valeur elle-même, c'est-à-dire de la définition de ce qui fait valeur, de sens, d'utilité, d'accessibilité aussi à ce dont nous avons besoin, les personnes, les citoyens, les consommateurs, les bénéficiaires ont besoin aussi pour bien vivre, avec des questions aussi de soutenabilité, de durabilité,
d'équité, c'est un peu les termes qui ont tourné pendant ce congrès, voilà, comme dimension du périmètre de valeur. Cela demande aussi de nouveaux dispositifs d'intermédiation pour construire de nouvelles demandes en mobilisant y compris les bénéficiaires, les consommateurs, les citoyens, et non plus seulement les travailleurs comme sujet de cette nouvelle problématique aussi qui cherche à remettre en perspective le travail dans une perspective davantage sociétale. Et donc ça pose aussi la place de l'engagement de l'intervenant, de l'ergonome, et donc la dimension politique de l'intervention, et on va y revenir. Alors, évidemment que ces ambitions-là, elles se confrontent, et on a fait les rentrées universitaires il y a peu de temps. C'est toujours une corde de rappel intéressante aussi, de voir la manière dont les jeunes ergonomes conformes sont confrontés aux demandes qui leur sont posées. Parce qu'il y a aussi une réalité sociale des questions qui sont posées aux ergonomes. C'est vrai, je ne vois pas beaucoup passer de demandes typées sur un accompagnement ergonomique visant à accompagner la transformation écologique d'une organisation, d'une entreprise, pour y intégrer les questions du travail. J'en vois pas passer des comme ça. J'en vois pas passer, en tout cas, moi. Et c'est vrai que c'est tout le cheminement, et c'est la richesse de notre job, de faire un pas entre les questions que l'on nous pose et les problématiques dont on peut se saisir. Il y a une forme de corde de rappel un peu raide, qui fait que bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est compliqué, mais c'est aussi pour ça que notre métier il est incroyable, à mes yeux. On a des demandes qui sont parfois extrêmement fermées. On a des formulations qui sont extrêmement réduites. On l'a discuté hier sur le rapport aux préconisations. Ça m'a fait beaucoup sourire. Si venir m'interpeller sur les préconisations que je peux faire, vous ne pouvez pas imaginer le type de préconisation que je peux faire. Du genre, débrouillez-vous. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Mais en même temps, on doit être lucide dans la manière dont on veut mettre en mouvement la discipline, la formation, la pratique, pour aller vers les questions dont on a l'ambition, parce qu'il y a un enjeu d'embarquer. Il y a un enjeu d'embarquer et de montrer aussi, d'outiller les possibilités qu'on va essayer de construire, de se positionner dans un rapport d'opportunité, de mettre l'ergonome dans un rapport proactif. Sandro vient de le témoigner en construisant de nouveaux espaces d'intermédiation. Et même dans les environnements dans lesquels on est, je fais mon taquin. J'ai prévu de vous parler d'exemples dans des fameuses grandes entreprises financiarisées où les règles sont dures. C'est la question que j'ai entendue tout à l'heure qui venait de Clermont-Ferrand. J'entends ça. Mais en même temps, c'est là où nous, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on bataille, comment est-ce qu'on est outillé dans un jeu où, par définition, une demande, elle est cloisonnante. Elle est logiquement orientée vers des solutions au regard du périmètre de celui qui l'a formulée. Et où notre apport, c'est d'offrir une mise en perspective, c'est de proposer une redéfinition du périmètre. Ça relève bien évidemment de notre manière de faire. On avait discuté, on a fait une communication avec Thierry il y a 10 ans sur les plafonds de verre que les ergonomes se construisaient eux-mêmes. Mais je le comprends, parce qu'il y a des fois où on se protège. Quand je regarde les actes des congrès et de la SELF, on s'embête pas quand même en ergonomie. Hein. On rajoute des couches successivement sur ce que l'ergonomie peut attraper comme question. Donc je trouve ça pas idiot qu'un certain nombre d'entre nous, parfois sur certains terrains, on n'a pas envie d'aller sur toutes les questions parce qu'on va se faire du mal. Et moi, j'ai pas non plus envie qu'on se crée des espaces communs pour avoir. C'est l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui, de discuter avec vous. Comment est-ce que ces questions-là font rendez-vous? J'ai pas envie qu'on crée des ambitions qu'il serait difficile à tenir sur le terrain. Parce que, oui, ça pose des problématiques pratiques dans l'intervention. Je ne crois pas que ces réglages soient impossibles. C'est ce vers quoi j'oriente mon activité aujourd'hui, en grande partie. Je ne fais pas de statistiques parce que ça ne veut rien dire. À l'échelle d'une activité individuelle, d'une année à l'autre, je peux faire des choses très différentes. Mais j'aime autant passer de l'accompagnement visant au maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap à l'accompagnement de la définition d'un plan stratégique pour une entreprise, parce que je crois que c'est ça notre job.
Et je vois bien que ce n'est pas les mêmes outils que j'embarque. D'un côté, le rapport contractuel, il doit être repensé. Le temps d'alignement des points de vue, à partir du moment où j'embarque des questions qui sont de plus en plus complexes, ben, il est plus long parfois. Il est parfois semé d'embûches, il est incertain. Je ne sais pas à quel endroit je vais sortir. Je ne sais pas à quel moment les choses vont pouvoir s'aligner, les choses vont pouvoir se révéler. Et moi, en même temps, dans tout ça, il faut rapidement que je rende légitime le point de vue du travail, de faire la démonstration, et ouais, c'est parfois difficile, de montrer comment, en tant qu'intervenant sur les questions du travail, on est capable d'embarquer des choses qui visent à accompagner les transitions écologiques. Le chemin qu'on fait, nous, à l'échelle d'une communauté, c'est le chemin que nos acteurs, nos alliances, les interlocuteurs avec lesquels on est amené à travailler doivent faire. Et ça, moi, je vous dis ça dans un rapport un peu pragmatique, un peu de conserver cette factualité du terrain. Parce que le terrain, il est résistant. Le terrain, il est difficile. Et c'est pour ça, des fois, que ça prend du temps. Parce que l'opérationnalité, elle prend la tête des gens. Ouais. Des fois, on voit bien qu'on a des interlocuteurs en face de nous. Si on remet une couche de plus, ils débordent. Alors oui, il y a des outils qui permettent d'accompagner ça. Pas de souci, j'entends ça. Mais moi, si je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est par humanité. Parce que je respecte le travail. Parce que voir des gens qui travaillent, c'est quelque chose qui me touche. Et pour le coup, je ne peux pas me permettre, même face à un cadre de direction, de le confronter à un modèle brutalement en lui montrant qu'il va dans l'erreur. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de l'accompagner, et l'accompagnement, parfois, ça s'inscrit dans une certaine durée ou dans certaines étapes. C'est le pas à pas. Je suis d'accord sur le fait que la stratégie du pas à pas, c'est nécessaire. Alors oui, notre périmètre, notre champ d'analyse, il est différent. J'avais été touché il y a quelques années où, en discutant à l'occasion d'un congrès de la Selve dans les couloirs, je racontais ce que je faisais dans une formule un peu maladroite, de faire du conseil à destination des directions, essayer d'intégrer l'ergonomie au niveau des directions générales et des comités stratégiques. Et on m'avait répondu en me disant « mais tu fais plus d'ergonomie ». J'avais trouvé ça questionnant. Pas faux, puisque c'est dit. Donc je l'entends, c'est dit par un ergonome, donc je le reçois. Mais en tout cas, je vous le livre parce que dire qu'on fait évoluer le périmètre d'analyse, le champ d'intervention, les objets même de l'intervention, c'est bien de se le dire. Mais c'est aussi une question qu'on doit travailler collectivement et qui devra se traduire dans une dimension formative à destination des étudiants, mais aussi à destination des gens avec lesquels on travaille. Je crois, en tout cas, moi, c'est ça ce que j'embarque dans la question du conseil. Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est que je crois, même si ce n'est pas le centre de la question, clairement pas, et Sandro va insister là-dessus, j'en ai aucun doute, mais les ergonomes ont besoin de repères méthodologiques pour ouvrir les champs là qu'on propose d'instruire. Là, ce qu'on est en train de jouer, me semble-t-il, mais on discutera, il y a quand même des choses qui sont un peu perturbantes, et où ça nécessite de poser des points de repère. Et quand je regarde les modèles d'intervention dont on dispose, pour moi, les modèles, ils sont extrêmement pauvres à l'issue du diagnostic. Alors, à Toulouse, on avait proposé une communication un peu rapide, je ne vais pas le développer là, sur un modèle d'intervention qui visait à positionner le diagnostic au milieu de l'affaire. Parce que le diagnostic, c'est que le début de l'histoire. Je regarde Vincent, avec qui je travaille au Master d'Orsay, parce que c'est le constat qu'on a fait il y a quelques années, en se disant, chronologiquement, les étudiants qu'on accompagne, quand ils nous livrent le diagnostic au mois d'avril, au mois de juin, pour une soutenance en septembre, ça marche pas. Ça marche pas. En même temps, quand on leur explique aujourd'hui que le diagnostic, quand il démarre en septembre, on veut qu'il le livre au mois de décembre, ils ont un peu les yeux écarquillés, mais sauf que ça nous laisse 6 mois après pour travailler la question de l'accompagnement, travailler la question de l'intervention, travailler sur, justement, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a révélé sur les situations de travail. Comment est-ce qu'une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est bien de poser le diagnostic, mais je me rappelle de Jean-François Thibault à Bordeaux, quand j'étais étudiant, qui nous disait, oui, il y a des fois, quand on soulève des questions, il faut prendre ses baskets et il faut partir en courant. Oui, si les conditions ne sont pas réunies. Mais il y a des fois, notre engagement, il nous invite à rester. Donc si on reste, qu'on veut accompagner les acteurs, faut s'inscrire dans une certaine temporalité. Donc on y reviendra, mais il n'y a pas d'innovation méthodologique forte. Faire du conseil aux directions, oui, il y a une exigence de pratique, il y a une disponibilité,
il y a un regard stratégique, il y a une capacité à jouer entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Il y a à avoir une compréhension des incidences financières, économiques, de comprendre ce que Jacques Christol m'a enseigné sur les plateaux repas dans la bibliothèque, comprendre quels sont les cailloux qui sont dans la chaussure des personnes. Qu'est-ce qu'ils ne disaient pas comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la boule. C'était ça ces mots. Pour moi, c'est une histoire de cailloux qui sont dans la chaussure de mes interlocuteurs, qu'ils soient opérateurs ou qu'ils soient directeurs. Et comment est-ce qu'un directeur général, un directeur opérationnel, il est en difficulté face aux ambitions qui sont les siennes et à la réalité du terrain qu'il perçoit. Sandro, je te laisse reprendre. Oui, donc à travers cette question de comment à la fois on cherche à répondre à des demandes, à des questions qu'on nous pose, mais comment nous-mêmes on porte aussi les questions qui nous animent. Là aussi, un peu 3 points comme ça à mettre en discussion. Le premier, et ça reprend un peu ce sur quoi j'ai terminé là tout à l'heure, c'est de considérer que la construction de la demande est une partie de l'intervention. Et ça va, il me semble, un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude d'appeler le travail de la demande, mais c'est vraiment la construction, les conditions en fait de construction de la demande elle-même. Et ça fait écho avec ce que vient d'exposer Arnaud, c'est-à-dire qu'on a souvent, on vit cet écart entre le constat d'un besoin, avec beaucoup de guillemets, et une demande, mais qui peut être en décalage, qui peut ne pas être portée par les bons acteurs, qui peut ne pas être bien formulée. Et donc là où on peut intervenir, on n'est pas attendu, ou là où on intervient, bah, il ne se passe pas grand-chose, ou là où on pourrait faire des choses, bah, il n'y a pas les conditions pour pouvoir intervenir, ou là nous-mêmes on souhaiterait aller, on n'y a pas accès, on ne trouve pas la manière de pouvoir intervenir. Et donc voilà, il y a un peu ce risque d'un déphasage très important en fait. Donc c'est ça qui me conduit à reprendre cette idée que la demande sociale n'a plus rien d'évident et que ça questionne les conditions institutionnelles de sa construction. Et donc de poser, en fait, quels sont aujourd'hui les acteurs d'intermédiation qui peuvent venir en soutien aux travailleurs considérés aussi comme des citoyens permettant de formuler, de conscientiser des problématiques, de se former, de s'organiser aussi collectivement pour avoir aussi le poids qui permet de formuler, de s'adresser à quelqu'un, et puis les conditions d'accès aussi à des intervenants en termes de réseau, de mise en contact, de dispositifs aussi mobilisables, de conditions de financement aussi des interventions. Voilà, donc là, je fais un peu écho parce que hier, je regardais en replay l'intervention de Vincent et de Marianne, et donc qui ont beaucoup insisté aussi à travers leur projet sur cette idée, en fait, dans la présentation de leur intervention, en disant on n'est pas parti d'une demande sociale. Voilà, on voit bien, en fait, que là, il y a quelque chose où nous-mêmes, on cherche à amener un sujet qui nous semble important dans un contexte sociétal donné, et ensuite on construit progressivement les conditions pour que quelque chose se passe, et avec ce rôle que Vincent évoquait de l'intermédiation, comme rôle aussi de l'intervenant, permettant d'accompagner les acteurs, de construire les conditions du dialogue, de construire aussi des nouveaux regroupements d'acteurs pour que progressivement il y ait quelque chose d'une intention de transformation qui émerge, ou une volonté relative au futur, pour prendre un terme cher à Pascal, qui fasse alors projet permettant ensuite de devenir un appui, un accompagnement. Le deuxième point, c'est de revenir sur le modèle professionnel de l'ergonomie qui me semble questionné à travers ces questions de phasage, de déphasage entre ce que nous on souhaite faire, notre propre point de vue et puis les conditions de pouvoir intervenir. Et je reprends ici une discussion qui avait été introduite par François à la CELF de Marseille en 2016 de mémoire, sur une articulation nécessaire entre le modèle du travail qu'on porte en tant que professionnel, la conception qu'on a du travail, de la production, de l'activité, du développement, de la subjectivité, de l'émancipation, comment ces termes et d'autres constituent notre modèle conceptuel, en fait,
la définition de l'objet de travail sur lequel on cherche à intervenir, comment cela interpelle le modèle professionnel et donc la conception professionnelle du métier, de l'intervention. Et François proposait alors cette distinction entre une intervention pensée dans une posture de prestation de service versus de relation de service, et comment cette posture professionnelle réinterroge le modèle économique de notre propre métier, considéré dans une logique de marché du conseil, de marché des appels d'offres pour des interventions par des acteurs publics ou par des grandes entreprises, ou alors dans une orientation qu'on peut appeler plutôt d'une économie de la coopération, et qui est aussi une manière de penser la perspective servicielle dans notre propre activité d'intervention. Et donc, on voit aujourd'hui que l'ergonomie est souvent captive de modes de fonctionnement qui peuvent empêcher, en fait, son exercice, voilà, en postulant une certaine conception du travail, du modèle professionnel et donc des enjeux économiques. Et on le voit dans le monde du conseil, qui est très captif, en fait, d'une logique de marché, de la mission, d'une temporalité courte, de conditions de financement par la solvabilité du client. On le voit aussi dans des fonctions internes qui peuvent être captives aussi d'enjeux de subordination qui limitent l'autonomie des personnes. Et de ce que j'entends, on le voit aussi dans le monde de la recherche, où ça devient, à l'université, ça devient très compliqué, en fait, de faire de la recherche, de la recherche-intervention, et de poser aussi ses propres intentions dans la manière de faire de la recherche. Et de l'enseignement aussi, de plus en plus. Donc, voilà, c'est pour dire que la vitalité de l'ergonomie tient à sa capacité d'être en dialogue avec les questions vivantes du travail, à la fois en posture d'écoute de ce qui nous vient, mais aussi de proposition de notre propre point de vue, de professionnels et de citoyens, et que de ce fait, ça tient aussi à la possibilité pour les ergonomes d'entretenir ensemble leur autonomie de pensée et d'action. Et l'ensemble est important parce que ça pose aussi les questions de ces espaces aussi, de la self comme maison commune. Je reprends l'expression de Pascal, avec toutes les difficultés qui ont été discutées hier en AG. Voilà. Quel est cet espace où on peut être ensemble pour nous aider les uns et les autres dans des positionnements, dans des approches, dans des orientations différentes, et la diversité est nécessaire, mais quel est ce commun qui nous permet d'être ensemble et aider chacun là où il est à être un peu plus autonome dans son exercice du métier. Troisième point, c'est une proposition aussi pour avancer dans cette idée d'une écologie du travail qui consiste en fait et ici je fais écho avec ce qu'on a pu discuter mardi dans le symposium qui était coordonné par François et avec des collègues autour de nos travaux d'Athémis et puis les personnes qui nous accompagnent, de comment on a besoin en fait pour penser une écologie du travail de dépasser le périmètre de l'entreprise comme cadre de pensée et d'action. Et j'insiste sur le fait que l'entreprise est aussi un cadre de pensée, renvoie aussi à une certaine conception du travail et peut-être, alors ça reste à discuter, mais de ce que Pascal appelle un régime de travail, voilà, c'est des choses bien sûr qui restent encore à préciser. C'est un peu cette nouvelle voie aussi de dialogue qui s'ouvre aujourd'hui. Et donc, dépasser le périmètre de l'entreprise signifie poser un autre périmètre. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est à l'échelle du territoire qu'on peut poser un nouveau cadre de lecture, d'analyse, de problématisation des choses, et qu'on peut trouver aussi un nouveau levier, un levier renouvelé permettant de penser les transformations du travail. Et c'est une échelle qui nous permet alors de relier les trois plans du travail comme activité humaine, du travail comme production, et donc avec une interrogation aussi sur la finalité, sur la forme, sur le sens de cette production, et le travail aussi comme rapport social et comme nécessité de transformer les rapports sociaux. Et donc, c'est ici l'enjeu de continuer à faire vivre une ambition de transformation du travail. C'est là où... Pardon, tu voulais... C'est bon? Non, vas-y, c'est bon. Je voulais pas te couper. C'est là où on va vers une approche politique des questions du travail. C'est là où on a, pour moi, un champ où j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ces espaces de discussion pour savoir à quel endroit est-ce que sont les frontières ou pas de développement, d'évolution de l'ergonomie, vers quoi on va,
comment on s'y prend. C'est l'objet de se dire que structurellement, le travail ne peut pas être un objet borné. Et que précisément, enfin, dans ce qui nous mobilise, avec la volonté d'appréhender l'activité humaine, ça nécessite de sortir du cadre, ça nécessite d'accepter qu'on a cette tension-là à tenir dans nos pratiques. On a un objet de travail qui n'a pas de borne, et on a une volonté de tenir cette question de l'activité humaine. Et ça, finalement, la traduction que j'en fais, c'est que structurellement, les questions du travail, si on veut aller vers une évolution, elles doivent invariablement se lire dans une approche écologique. Mais la bascule, elle n'est pas évidente à faire. C'est là où je parle de bascule, c'est de la systémie à l'écologie du travail. C'est juste pour discuter. Dans le sentiment que j'ai que la systémie a permis de passer du poste à la situation de travail. J'ai bien souri hier quand dans les discussions on parlait d'une modélisation où les étudiants peuvent remonter la systémie jusqu'à l'univers en disant que tout fait système. C'est intéressant comme fraîcheur de raisonnement, mais c'est pas forcément ça qui va faire qu'on embarque le niveau de questionnement ou le champ de questionnement sur lequel on peut se positionner. Et je crois que c'est ça, là où on en est dans notre état de réflexion. Comment est-ce qu'on a une visée avant que les organisations qu'on conseille aient une visée? Il faut que nous, on en ait une. Et qu'on se propose, en fonction des opportunités de terrain, à construire une visée permettant de travailler ces questions-là. Alors, on n'a pas le temps pour que je vous parle de deux exemples que je mène depuis quelques temps, enfin, qui sont des terrains d'expérimentation, qui sont finalement des terrains où je cherche à y prendre du plaisir, à essayer de pousser des développements, à essayer de me pousser dans mes retranchements d'intervenants, en regardant jusqu'où est-ce que je peux pousser les curseurs. C'est un terrain qui a pu se dérouler pour moi à l'occasion d'une intervention au sein d'un organisme bancaire, où la demande initiale relevait du dialogue social, de l'aménagement des espaces, de choisir les mobiliers, choisir les équipements, aider au choix des fournisseurs pour acheter les chaises de bureau. Et au moment où je rentre, donc j'avais été par l'intermédiaire d'une collègue qui m'a mis en contact avec une chargée de prévention. Et je me retrouve dans un rendez-vous avec un DRH où, avant de rentrer dans le bureau, je me rappelle très bien la chargée de prévention qui me dit « Je vous préviens, vous avez une demi-heure et il ne voit absolument pas l'intérêt de votre intervention ». Finalement, je suis resté 5 ans. Et où tout l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'à l'occasion de ces projets, parce qu'on a besoin de rattacher les transitions, rattacher les transformations à des projets, comment à l'occasion d'un projet, puis d'un autre, on arrive à embarquer la transformation d'un système. Et dans la transformation du système, comment est-ce que nous, on vient y intégrer les questions relatives? Est-ce qu'on était du côté de l'écologie? Pas totalement. Est-ce qu'on était du côté de l'écologie du travail? Je ne sais pas. En tout cas, mon job a été d'accompagner, pour le dire vite, ce que j'ai posé d'entrée, c'est de dire, pour travailler avec vous, il faut que je déjeune avec le DG. Et c'est là où nos capacités, nos outils d'analyse d'activité sont intéressantes, parce que vous voyez votre DG comme un opérateur qui est pris par rapport à la mise en tension du milieu bancaire, où sa rentabilité diminue. Moi, je tombais des nues quand je comprenais ça. Mais en même temps avec des commissions qui sont plafonnées, avec des taux d'intérêt qui étaient très bas à ce moment-là, en 2017, donc des systèmes de rémunération qui étaient très bas. Comment est-ce que lui se retrouve à réorganiser? Ça se traduit au niveau architectural. Pourquoi? Parce que on passe d'un bâtiment qui fait 13 000 m², on va réimplanter des équipes dans un bâtiment qui fait 3 000 m². Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et dans le il se passe quelque chose, on voit bien qu'on est en train de changer l'homéostasie, le régime d'équilibre de ce système-là. Et c'est une opportunité pour venir y nourrir les questions. Et les questions, si tant est qu'elles soient stratégiques, on peut accompagner les managers, et mon boulot a été beaucoup là-dessus, de travailler avec les managers sur la manière de traduire la feuille de route du DG et de pouvoir, par ce biais-là, agir sur les situations de travail des équipes. Je vais vite parce qu'on n'a pas le temps, et du coup je sais comme c'est compliqué de partager des exemples de terrain comme ça où on pourrait passer des journées entières en quelques minutes. Mais c'est un deuxième exemple que je voulais vous partager parce que il est encore actif. C'est un accompagnement que je mène depuis 3-4 ans, 3 ans je crois, quelque chose comme ça. Je pense que mon premier contact était en 2019.
sur territoire ultramarin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, où je me retrouve, où je suis rentré initialement par une question des conditions de travail, par une deuxième mission sur une gestion d'une conflictualité, finalement, en passant par la démonstration de c'est quoi le travail, de quelles sont les valeurs de coopération au sein du travail, à accompagner la construction d'une feuille stratégique, parce que dans un groupe industriel qui fait du raffinage d'énergie fossile, la feuille de route réglementaire avec la diminution des rejets des énergies, des polluants en CO2, eh ben, elle est costaud. Et que, dit concrètement, enfin, pour le faire très vite, avoir une raffinerie qui est un objet social sur le périmètre de la Martinique, c'est un choix politique. C'est absolument pas un choix économique. Et globalement, si on veut tenir les enjeux de transition écologique, il faut la fermer, la raffinerie. Mais sauf que si on la ferme, ça veut dire quoi de l'écosystème qu'il existe sur un territoire ultramarin, à l'échelle d'une île comme la Martinique? Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Et que moi, mon rôle dans mon travail d'accompagnement auprès du DG, quand il est en mois de septembre, l'actualité, c'était d'aller en première rencontre avec le nouveau ministre Darmanin, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, après avoir passé 2 ans à essayer d'être au plus près de Carenco, parce que c'était là que ça jouait, bah, ça bouge, donc il faut reconstruire. Il faut reconstruire en continuant à faire des démonstrations que les questions du travail, elles doivent être prises en compte dans ces questions-là. Et elles doivent être prises en compte à des endroits où les directeurs que j'accompagne au sein du COMEX, ils n'ont pas la lecture qu'on a du travail. Et pour eux, accompagner la transition, accompagner la transformation auprès de leurs équipes, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils n'ont pas nos modèles et ils n'ont pas cette capacité à traduire cette valeur du travail réel. Mais c'est ça ce qu'on cherche à faire. J'ai fait une bêtise. Sandro, je te repasse la main. Oui, donc pour évoquer cette question de la dimension politique dans nos affaires, je prendrai la chose un peu à travers 2 volets, à travers ce que l'on traite et la manière dont on le traite, ce qu'on cherche à faire et la manière de le faire. Donc le premier volet, c'est à travers l'objet qu'on se donne dans l'intervention, dans notre travail, c'est un peu cette idée de reconnaître, de mettre en mouvement les dimensions politiques du travail dans l'intervention. Et je reprends un peu ici les 3 niveaux que j'indiquais tout à l'heure dans une approche aussi écologique du travail, ou ce qui peut être une approche écologique, c'est de remettre en lien, de mettre en lien, de créer du lien dans la pratique et donc aussi dans l'action. Le travail comme activité qui renvoie au besoin d'identifier et de reconnaître en quoi, dans les arbitrages du travail réel, se joue et s'exprime aussi des rapports que les personnes entretiennent avec des enjeux sociétaux de sécurité, de justice, d'équité, de solidarité, de soins, dans ce que les travailleurs cherchent à tenir, dans ce qu'ils voudraient tenir mais ils n'arrivent pas à tenir. Voilà un peu ce qu'on est un peu habitué à découvrir dans l'analyse du travail. Or, ces questions-là, la manière de les mettre en évidence, du coup, on a besoin de les relier avec le deuxième plan, c'est-à-dire de comment qu'on découvre comme enjeu d'engagement éthique des personnes dans leur travail, comment ça réinterroge le travail comme production, et donc comment ça réinterroge le modèle économique qui construit la conception du travail dans l'organisation. Et à travers le modèle économique, c'est la question d'un certain rapport à la nature, aux vivants, aux personnes, aux autres, à la santé, à ce qu'on peut appeler le registre des externalités. Et donc, comment l'organisation s'inquiète, plus ou moins, du périmètre des questions, en fait, qu'elle cherche à considérer sur le plan social et du lien social, de l'équité, de la justice sociale dans les activités, et puis aussi sur le plan environnemental, de quoi elle s'inquiète et comment elle se donne les moyens de s'inquiéter de ces questions-là. La définition de ces enjeux renvoie au travail comme rapport social, et donc la manière dont les organisations instituent aussi certaines formes de relations entre les acteurs, posent certaines règles du jeu qui peuvent tendre le plus souvent dans un
un registre de concurrence, de compétition et de subordination qui pose alors des contraintes fortes dans le modèle économique, lui-même posant des contraintes fortes dans l'exercice du travail réel et dans les efforts que les personnes cherchent pour tenir le rapport au monde dans leur travail, ou alors comment à travers l'intervention, on arrive aussi à déplacer les rapports de travail vers des nouveaux registres de coopération, de réflexivité, de participation, en instaurant aussi d'autres règles du jeu et des nouvelles façons de faire. Et donc, c'est ici comment nous pouvons nous interroger voilà, comment nous pouvons interroger ce sur quoi nous pouvons et surtout nous souhaitons agir. Le deuxième volet, c'est notre propre posture professionnelle et donc comment on arrive à faire vivre un engagement politique dans la posture professionnelle. Ça demande du coup de mettre un peu à distance cette séparation en fait où quand on est pro, et donc on met en suspens sa citoyenneté, sa sensibilité, sa subjectivité, son système de valeurs. Donc comment on repense aussi une dimension politique dans la posture professionnelle. Ça demande aussi de ne pas limiter ce qu'on appelle l'engagement politique à des formes de militantisme, de participation à des organisations politiques. Donc c'est aussi faire exister une autre forme d'engagement politique. Et c'est ici, à mon sens, aussi prendre au sérieux et prendre en compte la dimension aussi de la subjectivité et donc du sens dans le travail des ergonomes eux-mêmes. Et je pense que c'est une problématique aussi qu'on voit s'exprimer dans la jeunesse, dans plein d'autres métiers, en fait, qui se forment à différents métiers. C'est la question qui se pose aussi auprès des ergonomes, mais on a aussi des échos dans nos formations, le fait qu'il y a aussi l'enjeu de trouver un travail qui fait sens. Or, il me semble qu'ici, c'est un peu le fait de réaffirmer quelque chose qui est assez fondateur dans l'ergonomie. Peut-être que les fondateurs de l'ergonomie ont trouvé justement dans l'ergonomie une manière de professionnaliser leur engagement politique dans un contexte historique de l'après-guerre qui était marqué par certaines problématiques sociétales, par certaines formes aussi d'engagement politique. Et donc, à travers l'ergonomie, ça a été une manière pour eux de professionnaliser, de trouver un chemin professionnel pour faire exister un certain système de valeurs dans le rapport à la société d'une époque donnée. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, dans un autre contexte historique, conjoncturel, on a besoin de repenser les conditions pour professionnaliser cette dimension politique dans l'exercice de l'ergonomie. Alors, on s'arrêtera très rapidement là-dessus, puisque le temps nous est compté, mais ce que l'on retient pour ouvrir des axes de discussion avec vous sur ce rendez-vous, l'écologie, un travail écologique, ça veut dire quoi? Ma vision des choses, c'est que moi, les gens, je les aime imparfaits, libres et heureux. Et j'aimerais bien qu'ils soient comme ça aussi au travail. Donc c'est l'idée de se dire qu'on a des axes autour de la soutenabilité, autour de notre éthique, autour du rapport productif, autour d'un rapport pragmatique vis-à-vis des situations. C'est une forme de matrice, en tout cas que j'ai en tête dans la manière dont les choses doivent se développer. Ce que j'en retiens, c'est que pour pouvoir porter ces sujets-là, je dois déplacer ma pratique aux endroits où les choses se discutent, aux endroits où les choses se décident, en jouant les règles du jeu de là où ça se passe. Et peut-être que l'évolution, discussion avec vous, et j'aime beaucoup là le travail qu'on fait avec Sandro, parce qu'il va le traduire avec ses mots, mais c'est peut-être d'aller vers une ergonomie d'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'une prise de responsabilité dans la manière d'agir, de faire, de prendre la responsabilité d'être en situation de se mettre à faire, de se mettre en situation de porter ces questions-là à notre manière, de les traduire dans des projets, parce qu'il faut ce pragmatisme-là, je rejoins complètement cette idée-là, et en même temps d'apporter l'ergonomie à un niveau de responsabilité où de toute façon les choses sont intégrées, puisque pour un directeur général d'un groupe industriel, la question de la responsabilité de la transition écologique, elle est présente. Elle en est attendue. La RSE, en tout cas dans les entreprises que j'ai la chance d'accompagner, c'est un sujet parfois un peu d'image, un peu de facettes, évidemment, mais je pense qu'il faut sortir des caricatures et il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut embarquer les acteurs pour en faire un rapport d'opportunité sur lequel, dans ce schéma-là, on arrive à y porter les questions
qui nous préoccupe, nous aussi, en tant qu'ergonomes. Je passe, Sandro, et je te redonne la main pour qu'on arrive à conclure. Oui, tout à fait. C'est un peu dans le même sens. Alors, c'est peut-être avec une autre expression et ça reste un peu à discuter. Et pour tirer encore plus ce fil, c'est l'idée de penser aussi une ergonomie entrepreneuriale, qui est une manière aussi de penser l'intervention dans la société à travers l'engagement dans des projets entrepreneuriaux. C'est là où le modèle du conseil est un modèle possible de l'intervention, mais il y a peut-être d'autres manières de penser l'intervention plus largement dans la société qui peuvent passer aussi par le fait de nous engager nous-mêmes dans la création de projets, d'entreprises ou de réponses territoriales à des problématiques. Voilà, pour essayer de faire exister de nouveaux rapports sociaux de travail plus soutenables, plus émancipateurs, donc de s'y coller aussi nous-mêmes à travers la création de projets, qui est aussi une manière de faire l'expérience de l'ambition que porte l'ergonomie, et donc de créer un espace de projet, d'innovation, d'activité qui nous permet aussi de se confronter au réel. Et quand on s'y confronte, on voit qu'on a besoin aussi de construire cette expérience, parce que la question de la participation, la question de l'autonomie, la question de l'émancipation, la question de la subjectivité au travail, on peut les poser dans une démarche critique vis-à-vis d'un modèle qui ne les reconnaît pas, mais quand on s'y colle et on essaye justement de construire des organisations, des façons de faire qui soient plus respectueuses, on voit qu'il y a tout un tas de questions aussi qui ne sont pas simples et qu'on a besoin nous-mêmes de mettre au travail pour que cette perspective soit crédible pour nous-mêmes avant tout. Et donc, c'est aussi, et je termine là, le besoin qu'on a pour produire des savoirs dans cette perspective en fait d'une transformation vers un travail plus émancipateur, pour produire ces savoirs en fait qui nous aident aussi à avancer dans cette perspective, on a besoin aussi de se donner un terrain d'expérience et d'apprentissage pour que notre proposition puisse aussi être plus rigoureuse, plus crédible aussi et plus jouable, et puis simplement pour donner aussi des pistes de transformation réelle et participer à la transformation voilà, de manière si directement engagée. C'est le rendez-vous qu'on identifie. C'est les questions qu'on avait envie de partager avec vous. On va s'arrêter là pour reprendre un peu le cours du temps, parce qu'il faut aussi qu'on aligne les agendas et les sessions en parallèle qui vont se dérouler. On va avoir dans cette salle juste après un symposium pour simple ordre du jour, peut-être une question on va faire, je donne juste le champ, le symposium qui va se dérouler juste après, il a juste comme espace de se dire on a 1h30 pour discuter aussi de comment tout ce qui s'est partagé ici pendant 3 jours nous questionne sur les évolutions du métier, sur sa structuration et donc on aura aussi l'occasion de continuer à discuter. Donc même si là on peut prendre une question s'il faut, mais il faut quand même qu'on aille faire la pause. Le chef me dit qu'on fait pas de questions, on fait pas de questions et on vous remercie beaucoup. Merci Sandro. Merci et puis à très très bientôt. À très vite Sandro, merci à toi. Salut.